parti. Vous n'avez pas de lumière, vous? Ah, voilà. C'est bon là pour le cadre? Plus à gauche, plus à droite? Non, pile? Là? Vaguement. Et là, c'est... C'est quoi ça d'ailleurs? Ça ressemble à de l'astro, ça. C'est pas moi, mais c'était de l'astro, ça. Ça ressemble à la densité du milieu interstellaire. Bref. Genre là? Là? Ok. Est-ce que c'est on? Ouais. Bon. Alors, la semaine dernière, oui, on avait parlé des étoiles. Et on avait vu que les étoiles étaient des réacteurs thermonucléaires à confinement gravitationnel, auto-entretenus et auto-régulés. Et ça expliquait la stabilité des étoiles. Et dans le cas de notre Soleil, on a une énorme masse de matière. Je ne sais pas si je vous avais donné la masse du Soleil, je ne crois pas. Alors, une masse solaire, on note, ça c'est le symbole du Soleil. Une masse solaire, c'est à peu près 2 10 puissance 33 grammes, donc 2 10 puissance 30 kilos. Je vous rappelle que les unités utilisées couramment par les astronomes, c'est le centimètre, on appelle le système CGS, c'est le centimètre, gramme et seconde. Pour des raisons historiques, par opposition au MKS, mètre, kilogramme, seconde, qui sont les unités internationales. Mais... Bref, donc c'est pour ça que j'ai les chiffres en tête en grammes, mais je vais convertir pour vous. 2 10 puissance 30 kg, c'est beaucoup de matière. Mais bah voilà, c'est ça, il y a beaucoup de masse dans l'univers, et donc on avait vu comment, en tout cas dans le principe, comment le gaz interstellaire, la matière diffuse, finissait par se condenser en grumeaux de plus en plus gros sous l'effet de l'instabilité gravitationnelle. Et donc cette masse-là, pour empêcher son effondrement, une telle masse, l'interaction gravitationnelle est telle qu'il faut une pression colossale pour lutter contre l'effondrement, c'est-à-dire qu'il faut que les forces de pression sur un petit élément de volume, un petit élément de matière de cette matière, faut que les forces de pression arrivent à compenser la force d'attraction gravitationnelle qui est colossale. Et donc il faut une pression colossale, et donc il faut une température colossale. Et pour entretenir cette pression, cette température, il y a donc des réactions nucléaires. Et on avait vu que ces réactions nucléaires consistaient essentiellement à faire fusionner de l'hydrogène, c'est-à-dire des protons, parce que la matière est ionisée, donc là quand je parle d'éléments chimiques, je parle en fait des noyaux. Et on a donc ce qu'on appelle un plasma, c'est-à-dire que c'est un gaz libre d'électrons et de noyaux d'atomes. Donc les atomes sont épluchés de leurs électrons. C'est un plasma, quoi. Donc fusion de l'hydrogène, c'est-à-dire des protons seuls, en hélium, c'est-à-dire de protons plus de neutrons, mais tenus ensemble. C'est pour ça que le neutron peut rester stable au sein d'un noyau. Sinon, vous vous rappelez qu'un neutron tout seul se désintègre spontanément en proton, parce que le neutron est un peu plus lourd que le proton. Donc, par ce qu'on appelle l'interaction faible, c'est-à-dire c'est une des interactions fondamentales de la nature, le neutron se convertit en proton. Mais évidemment, il faut conserver la charge électrique. Donc le neutron est neutre
le proton est chargé positivement. Donc ce qui se passe, c'est qu'un électron est produit aussi dans la transformation. Donc un électron est émis, et puis il faut aussi conserver une autre propriété fondamentale de la matière, enfin des champs physiques. C'est ce qu'on appelle le nombre leptonique, ici le nombre électronique. Donc vous avez un électron qui n'était pas présent là, et donc il faut retirer ce nombre électronique sous-jacent, et donc ça se fait sous la forme d'un neutrino. Et vous avez en fait donc un antineutrino électronique qui vient compenser cet ajout d'espèce de saveur électronique qui est retiré par l'anti-électron là, mais ce n'est pas un anti-électron, c'est un antineutrino. Vous avez entendu parler des neutrinos? Non? Alors, neutrino, ça, c'est un truc... alors, c'est très intéressant. Ah oui. Alors, les neutrinos... Ah oui. De toute façon, il faudra que je vous parle des neutrinos. Donc, parlons des neutrinos. Bonjour. Alors, les neutrinos ont été postulés théoriquement il y a longtemps, dans les années 30. Justement, en étudiant ce genre de désintégration, lors de n'importe quelle réaction physique, on a toujours conservation de l'énergie et conservation de la quantité de mouvement. Les lois fondamentales de la nature nous disent que ces grandeurs-là doivent se conserver. Bon, il va bientôt expirer celui-là. Est-ce que j'en ai un autre? Oui. Ah oui. En fait, c'est lié à l'homogénéité de l'espace et à l'uniformité du temps. Je ne rentre pas dans ces détails, ce n'est pas forcément utile pour vous, en tout cas pas à ce stade. En tout cas, ça, ce sont des grandeurs qui se conservent dans toute évolution physique, donc dans toute interaction, en particulier dans celle-là. Si vous avez un neutron qui se désintègre, eh bien, l'énergie de l'ensemble du système après désintégration doit être très exactement la même que l'énergie avant. Et de même, la quantité de mouvement après doit être la même que la quantité de mouvement avant. Alors, avant, on ne savait pas qu'il y avait... Avant, on ne savait pas qu'il y avait des neutrinos, parce qu'en fait, les neutrinos, je vous le dis tout de suite, ils interagissent très, très, très peu, mais très, très peu. C'est-à-dire qu'on est traversé en permanence par des centaines de milliards de neutrinos. On ne s'en rend pas compte parce qu'ils nous traversent, mais comme si de rien n'était. Ils traversent la Terre entière comme si de rien n'était. Au point que les détecteurs de neutrinos qu'on développe aujourd'hui sur la planète, si vous avez un détecteur de neutrinos là c'est la Terre, en fait, on s'en sert essentiellement pour voir des neutrinos qui viennent d'ici. C'est-à-dire qu'ils traversent la Terre d'abord. Et on espère qu'ils n'ont quasiment aucune chance d'interagir. De temps en temps, ils interagissent. Donc là, il y a une grosse masse. Donc de temps en temps, ils arrivent à interagir là, un petit peu avant de sortir sur la fin de la croûte terrestre. Là. Hop, par chance, il y en a un qui interagit sur les milliards de milliards qui traversent. Et donc, il se convertit. Et puis là, il se convertit en une particule qu'on peut détecter. Donc ça sort de la croûte terrestre. Et là, on détecte la particule. Et on se dit, ah, mais il y a un neutrino qui vient d'interagir dessous. Parce qu'évidemment, il n'y a rien d'autre qui peut traverser la Terre. Bref, c'est même pas schématique, c'est vraiment... dans le détail, il faudrait expliquer exactement ce qui se passe là, mais voilà. Donc les neutrinos traversent la Terre, alors ça dépend de leur énergie aussi, mais aux énergies typiques des neutrinos produits dans le Soleil, ça traverse la Terre, ça traverse nous bien évidemment, donc ça interagit très peu. Donc on ne les a pas détectés à l'époque. Donc on ne sait pas qu'il y a des neutrinos. Donc quand on voit un neutron qui se désintègre, on se dit, très bien, ça fait un neutrino qui se désintègre en proton plus électron, parce qu'eux, on les voit, évidemment. Et on peut se dire, l'énergie se conserve, la quantité de mouvement se conserve. Alors, ce qui se passe ici, c'est que si on part d'un neutron qui est au repos, c'est rarement au repos, mais on peut toujours se mettre dans le référentiel du neutron, du coup, dans le référentiel du neutron est au repos. Donc, quelle est son énergie? Son énergie, c'est juste son énergie de masse.
il a une certaine masse. Donc l'énergie, c'est la masse du neutron fois c carré, égale mc2. Voilà. Bon. Donc ça, c'est l'énergie disponible. En fait, comme la masse du neutron est un peu plus grande que la masse du proton, eh bien, ça, voilà, donc ça, c'est supérieur à mp(c2). mp est la masse du proton. Donc effectivement, c'est pour ça que le neutron peut se désintégrer en proton, parce que du coup, on récupère de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a plus d'énergie là que dans la simple énergie de masse du proton. Donc on peut au passage créer un électron qui a une énergie de masse très petite. Ça fait à peu près 937,39 mégaélectronvolts, ça vous parle? Ouais. Ça fait à peu près 938 mégaélectronvolts. Donc c'est pas loin d'être la même masse, mais pas tout à fait, il y a un petit excès. Donc il y a plus d'énergie là que là. Donc l'énergie de masse de l'électron, ça c'est 511 kV, donc 0,511 MeV. D'accord ? Donc c'est bon, il en reste. Donc on peut effectivement, il y a assez d'énergie dans la simple masse du neutron pour faire un proton et un électron. Il y a même un peu plus, et donc en fait, quand le neutron se désintègre en proton et électron, il y a encore de l'énergie qui passe où? Qui devient justement de la quantité de mouvement. C'est-à-dire que vous avez un neutron au repos, et il se désintègre et il va faire un proton et un électron, chacun animé d'une vitesse, de sorte que vous avez de l'énergie cinétique en plus de l'énergie de masse. Et donc, la différence d'énergie entre la masse du neutron et la masse des constituants, protons et électrons ici, se retrouve en énergie cinétique. Donc vous pouvez calculer en disant juste que l'énergie s'est conservée et que la quantité de mouvement s'est conservée, vous pouvez calculer à quelle vitesse partent le proton et l'électron. Tu peux pas que je refasse la flèche. Chacun a sa propre vitesse, mais la conservation de l'énergie vous dit quelle doit être la somme de l'énergie cinétique, et la conservation de la quantité de mouvement vous dit comment doivent se répartir cette énergie cinétique entre les deux constituants. Parce que, en gros, il faudrait mettre les lois de la relativité, mais le principe est le même. Vous avez ici m de l'électron fois la vitesse de l'électron. Ça, c'est la quantité de mouvement de l'électron. M du proton fois la vitesse du proton, c'est la quantité de mouvement du proton. Et comme avant, le neutron était au repos, en tout cas dans son référentiel, maintenant, donc la quantité de mouvement était nulle. Donc à l'arrivée, il doit aussi y avoir une quantité de mouvement nulle. Donc l'électron, ça plus ça doit être pareil. Donc vous voyez comment doivent se répartir la vitesse de l'électron par rapport à la vitesse du proton. Bref, je dis tout ça juste pour vous montrer que simplement en écrivant ça et ça, on peut déterminer très précisément quelle est la vitesse de l'électron et quelle est la vitesse du proton lorsqu'un neutron se désintègre, et il n'y a pas le choix. Donc ça doit être toujours la même. Or, quand on fait l'expérience, on voit que, en fait, c'est pas toujours la même. De temps en temps, l'électron, il est un petit peu moins rapide. Et du coup, c'est bizarre, parce que s'il n'y a que deux corps qui sont produits, il n'y a pas le choix à la fois conserver l'énergie et conserver la quantité de mouvement. D'abord, si vous voulez avoir une quantité de mouvement nulle au total, puisque au départ c'est 0, il faut qu'il y en ait un qui aille par là et l'autre exactement dans la direction opposée. Maintenant, si vous aviez trois corps, si vous pouvez en éjecter un par là, un par là, un par là, ça dépend comment ça se répartit entre les trois corps. Mais s'il n'y a que deux corps, il n'y a juste pas le choix. Or, justement, on voyait que ce n'était pas toujours pareil, il y avait tout un spectre d'énergie produite, etc. Et donc, l'hypothèse a été qu'en fait, il y a peut-être un troisième corps, juste on ne le voit pas. Ce troisième corps devait être neutre électriquement, si jamais il existait, parce que là, on a une charge neutre, on fait un plus et un moins, donc c'est bon, ça fait 0, il ne faut pas rajouter une autre charge. Donc le troisième corps devait nécessairement être neutre, et il devait avoir une masse... Oui, question ? Bon. Et il devait nécessairement avoir une masse très petite
compte tenu de la fraction d'énergie qu'il embarquait, enfin c'était assez facile de voir qu'il devait avoir une petite masse, éventuellement même une masse nulle, sait-on jamais, et surtout qu'il devait passer inaperçu, donc il devait interagir très très peu avec la matière. Donc on l'a appelé neutrino. Parce que c'est un petit neutre. Voilà. Et puis on ne l'a pas détecté avant, justement comme il interagit très très peu, il a fallu des décennies avant de le détecter, mais enfin maintenant on sait qu'il existe, on comprend très bien cette désintégration, et donc chaque fois qu'un neutron devient un proton, il y a une émission d'un antineutrino ici. Ce qu'on avait vu, c'est qu'il peut y avoir la réaction inverse, où un proton devient un neutron. Alors par exemple, en mangeant un électron, il devient un neutron, et à ce moment-là, il faut qu'il ait, comme il a pris une espèce de saveur électronique, il faut rajouter une saveur électronique, donc il émet un neutrino ici. Ça peut être aussi la même interaction, je crois que je les avais un peu tout écrites la dernière fois, le proton tout seul peut, enfin tout seul, dans un environnement de noyau, par exemple quand vous faites une fusion d'un noyau où vous avez déjà un proton et un neutron, et puis vous venez coller un proton là-dedans, non, disons que ça va marcher. Donc, si vous avez deux protons et un neutron, et que vous venez coller un proton là-dedans, eh ben, il va se transformer en neutron. Donc le proton va faire un neutron, et puis pour conserver la charge, il va émettre un anti-électron, un positon. Et puis pour conserver le nombre neutrionique, le nombre électronique, là vous avez créé un anti-électron, donc c'est une espèce de charge négative d'électrons, il faut rajouter une charge positive d'électrons, c'est une façon de parler, mais enfin, c'est un nombre quantique qui se conserve. Vous créez un neutrino. Donc quand un proton se transforme en neutron, ce qui se passe pour chaque réaction nucléaire de fusion d'un proton dans un noyau, ça c'était le noyau d'hélium 3, pour faire un hélium 4, il faut transformer un proton en neutron, et donc vous êtes sûr que vous émettez un positon qui va s'annihiler très vite avec un électron ambiant, et puis vous émettez un neutrino. Donc, le Soleil doit émettre des tas de neutrinos. Puisque si on a raison et qu'au cœur du Soleil, il y a des réactions nucléaires qui permettent d'entretenir la température, la pression, simplement en mettant de l'énergie dans le cœur du Soleil, donc si c'est vrai, alors il doit y avoir des tas de neutrinos qui sont émis par le Soleil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exactement prédire combien il doit y en avoir, puisqu'on sait quelle est l'énergie rayonnée par le Soleil. Il suffit de regarder la luminosité solaire, ça c'est pas compliqué. On sait exactement combien il y a de joules par seconde qui sont émis par le Soleil. On appelle ça la luminosité solaire. Alors c'est à peu près 33 erg par seconde. Alors en CGS, si je convertis, ça va faire 10 puissance 26 joules par seconde. Donc beaucoup d'énergie émise par seconde. 10 puissance 26, c'est juste colossal. Hein. C'est 10 puissance 26, c'est 8 plus 9 plus 9, donc c'est 100 millions de milliards de joules chaque seconde. Donc il faut produire beaucoup d'énergie au cœur, et on sait, à chaque réaction de fusion, on sait combien il y a d'énergie qui est produite, la différence des masses, quoi, grosso modo, entre la masse d'avant et la masse d'après, différence des MC2. Donc à chaque réaction de fusion, on sait combien d'énergie est émise, et on sait combien de neutrinos sont envoyés. Donc on en déduit, compte tenu de la quantité d'énergie totale produite, on en déduit combien de neutrinos sont émis. Et c'est absolument colossal. Et on peut les détecter, et on peut confirmer que c'est bien le cas, que ça marche. Donc l'observation des neutrinos, qu'on appelle les neutrinos solaires, parce qu'ils viennent du Soleil, ils sont fabriqués dans la fusion, l'observation des neutrinos solaires confirme qu'il y a bien des réactions nucléaires au cœur du Soleil, et que c'est ça la source de l'énergie. Alors, il se trouve qu'il y a un fait intéressant, c'est que quand on regarde exactement combien il y en a, on ne trouve pas exactement ce qui a été prédit, on trouve grosso modo 2/3 de ce qui a été prédit.
Donc là, soit on se dit qu'on se trompe, ce qui n'est jamais impossible, mais enfin, les calculs s'appuient sur de la physique qui est connue, à peu près. On pense qu'on ne peut pas tellement se tromper, et donc il y a une autre hypothèse qui avait été formulée, qui est qu'en fait, peut-être que les neutrinos qu'on fabrique au cœur du Soleil, qui sont des neutrinos électroniques associés à l'électron, la conservation de cette espèce de saveur électronique, peut-être que ces neutrinos se transforment en autre chose dans le voyage, auquel cas, ce qu'on détecte, on n'en détecte qu'une fraction. Et alors ça a été confirmé. En fait, ils se transforment en neutrinos d'une autre saveur, le neutrino associé au muon, neutrino muonique. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais maintenant on a la confirmation expérimentale. Alors c'est très très compliqué de détecter les neutrinos, je vous ai dit, ça traverse la Terre comme si de rien n'était, donc on a besoin de détecteurs gigantesques qui couvrent qui sont des centaines de milliers de tonnes. Et de temps en temps, il y en a un qui interagit et on essaye de repérer son action. Peut-être un jour, je vous parlerai de ça, c'est quelque chose de très beau. Donc, en tout cas, on a confirmation de tout le scénario aujourd'hui. Donc, il y a eu un prix Nobel pour les neutrinos solaires. Il y a eu un prix Nobel pour ce qu'on appelle l'oscillation des neutrinos. En fait, on montre que les neutrinos peuvent passer d'un type à un autre type, et réciproquement d'ailleurs. Bon, tout ça est une très très belle physique qu'on n'aurait pas pu développer s'il n'y avait pas, sans l'astrophysique, au sens où ces neutrinos, ils viennent du Soleil. Alors aujourd'hui, on fait des expériences où on fabrique des neutrinos via des accélérateurs ou dans les réacteurs nucléaires, parce que les réactions nucléaires par définition, transforment des noyaux en d'autres, donc transforment des protons en neutrons, et donc émettent tous des neutrinos ou des antineutrinos. Donc près des réacteurs nucléaires, il y a des neutrinos. Enfin, les réacteurs nucléaires sont des sources de neutrinos. Pas beaucoup, mais quand même pas mal. Et avec des détecteurs suffisamment grands, suffisamment adaptés, on est capable d'en détecter quelques-uns. Mais quelques-uns suffisent à faire de la physique intéressante. Donc il y a pas mal de recherches en ce moment sur les neutrinos, parce qu'on s'est aperçu, et c'est une des conséquences du phénomène d'oscillation, on s'est aperçu que les neutrinos avaient une masse, on pensait qu'ils avaient une masse nulle jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et le fait qu'ils oscillent prouve qu'ils ont une masse non nulle. Donc aujourd'hui, on sait juste qu'ils ont une masse extrêmement petite. On connaît à peu près la différence de masse entre les deux, puisque l'oscillation, le passage de l'un à l'autre dépendent de leur différence de masse. Mais on connaît leur différence de masse, mais on ne connaît pas leur masse. Donc il y a toute une physique autour du neutrino qui se développe en ce moment, qui est intéressante. Donc je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais peut-être on y reviendra plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses autour des neutrinos, y compris en astrophysique. Ok, donc j'en étais revenu au Soleil avec ces réactions nucléaires, réactions de fusion. Donc c'est ça la source d'énergie du Soleil. Ah oui, et je voulais donc juste vous rappeler ce par quoi on avait terminé la dernière fois, c'est que le taux de production d'énergie par fusion nucléaire est exactement ce qu'il faut pour compenser le rayonnement, mais c'est extrêmement stable, il n'y a pas de risque d'explosion nucléaire du Soleil, parce que si jamais la réaction s'emballe en quelque sorte, si on se met à faire plus de réactions ici, à ce moment-là, la température va augmenter, il y a plus d'énergie qui est injectée, donc la pression va augmenter et le Soleil va juste gonfler. Et du coup, en gonflant, il va y avoir moins d'interactions par seconde, et donc ça va produire moins d'énergie. Donc si jamais ça commençait à s'emballer, en fait, il y a un mécanisme de régulation immédiat qui est juste, ça gonfle, et donc il n'y a plus de réaction. Et du coup, s'il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de pression pour éviter l'effondrement, donc ça se réfondre jusqu'à ce qu'on retombe sur le bon taux de réaction nucléaire. Inversement, s'il y a un peu moins de réaction pour une raison ou une autre, ça va s'effondrer parce qu'il y a moins de pression, et du coup, ça va augmenter le taux de réaction. Donc c'est extrêmement stable, et je vous avais dit, pour le Soleil, on a une durée de vie de l'ordre de 10 milliards d'années, ça veut dire gigayear, on note comme ça en général, donc 10 milliards d'années, le Soleil
fonctionne tel qu'il fonctionne, avec un certain taux de réaction nucléaire qui correspond directement au taux d'énergie rayonnée, donc à sa luminosité. Alors, ensuite, je vous avais dit, et donc j'en viens là maintenant, je vous avais dit qu'il y a essentiellement un seul paramètre qui gouverne les mécanismes, enfin qui gouverne le fonctionnement global d'une étoile, c'est sa masse. Que se passe-t-il si le Soleil était, que se passerait-il si le Soleil était plus massif, une masse plus grande? Eh bien, l'attraction gravitationnelle serait plus grande. Hein, le potentiel gravitationnel, c'est Gm sur R2, son rayon. Si vous mettez plus de masse, évidemment, il faut plus de pression pour éviter l'effondrement. Et s'il faut plus de pression, ça veut dire qu'il faut aussi une plus grande température. Et pour maintenir cette plus grande température, d'abord, c'est une plus grande température, ça va rayonner plus, et donc ça va perdre plus d'énergie, et donc il faut un taux de réaction nucléaire bien plus grand. Donc, si la masse augmente, T au cœur doit augmenter, ou T ou pression, ça va ensemble bien sûr. Donc, il faut un taux de réaction nucléaire, je vais dire fusion, c'est plus rapide à écrire, taux de fusion qui augmente. Et donc, ça fait une luminosité plus grande. Je vais mettre luminosité de l'étoile. Et aussi, de toute façon, si c'est plus chaud, ça rayonne plus, ça perd plus d'énergie. Donc vous voyez que si la masse est plus grande, la luminosité augmente et la température augmente. Vous attendez donc à avoir... en fait, voilà, si on comprend bien le système, vous allez avoir des étoiles de différents types, dépendant suivant leur masse. Et normalement, si vous regardez une étoile, vous pouvez vous demander quelle est sa couleur, enfin, vous vous rappelez le spectre du corps noir? Il y a un maximum d'émissions à une certaine longueur d'onde, il y a tout un spectre. Pour le Soleil, le maximum correspond à peu près au visible. Je vous avais donné le spectre solaire, vous vous rappelez, celui-là, à 500 et quelques nanomètres de longueur d'onde. Et ça correspond à une certaine température, qui est la température de surface du Soleil, à peu près 6000 degrés, un petit peu moins, mais bon, disons 6000 degrés. Donc, si vous regardez le spectre d'une étoile, vous pouvez voir sa température. Et puis, vous pouvez aussi regarder sa luminosité. Alors, vous voyez la luminosité, vous voyez ce que vous recevez de l'étoile. Vous avez tant de photons qui arrivent par centimètre carré par seconde. Okay. Si vous connaissez la distance de l'étoile, donc ça c'est l'étoile, pardon. L'étoile rayonne isotropiquement partout dans l'espace. Vous êtes quelque part à une certaine distance de l'étoile, et vous regardez combien de photons arrivent par centimètre carré par seconde, ou par mètre carré par seconde. Nombre de photons par mètre carré par seconde. C'est un flux de photons. Vous pouvez en déduire combien de photons a été émis par l'étoile. Puisque vous prenez juste une petite fraction de l'ensemble de la sphère sur laquelle elle émet de la lumière. La surface de la sphère globale, si vous êtes à une distance d, c'est 4pi d carré. Donc si vous observez sur la surface d'observation, vous ne voyez qu'une fraction S observée sur 4pi d2 de la luminosité du nombre de photons vraiment émis.
Donc en regardant combien vous recevez par centimètre carré et par seconde, vous en déduisez combien l'étoile émet par seconde tout court, en multipliant par 4 pi d2. Donc vous pouvez avoir accès à la luminosité de l'étoile. Juste en la regardant, vous avez sa température et sa luminosité. Et vous pouvez vous amuser à mettre dans un diagramme, pour toutes les étoiles, vous en prenez une, puis 2, puis 12, puis 100 000, et vous regardez, en fonction de sa température, que vaut la luminosité, ou l'inverse. Et alors ça, c'est le diagramme que je vous ai imprimé là, où vous avez, vous avez en abscisse, alors par exemple, si vous prenez le, en fait pour les deux diagrammes c'est pareil, vous voyez sur l'axe du haut, là, il y a marqué la température de surface, alors sauf que la température augmente par là. Donc à gauche, vous avez 30 000 degrés Kelvin. À droite, vous avez 3000, 1000, enfin 2000, 1000, 2000, on voit là. Le premier trait, bref. Et puis, vous avez la luminosité sur l'axe vertical. Et vous voyez que les étoiles, il y a un peu de dispersion, mais grosso modo, elles sont toutes alignées comme ça. C'est-à-dire, à une luminosité correspond une température, à une température correspond une luminosité. En particulier, vous n'avez jamais une étoile qui est ici, qui a une faible température et une grande luminosité. Et vous n'en avez jamais une. Alors en fait, il y a une petite population supplémentaire, j'y viens après. Grosso modo, vous n'avez quasiment pas d'étoiles qui ont une grande température et une petite luminosité. Alors pourquoi ça? Alors ça c'est un constat, mais notre modèle d'étoile, enfin notre compréhension de ce qu'est une étoile, permet de rendre compte parfaitement de cette situation. Parce que, en fait, justement, ce qui pilote les réactions nucléaires et le taux de réaction nucléaire dans une étoile, c'est sa masse. En gros, le long de cette distribution-là des étoiles dans ce diagramme température-luminosité, qu'on appelle le diagramme HR ou Hertzsprung-Russell, pardon, tel que écrit là-haut, voilà, Hertzsprung-Russell. Ce diagramme donc, de répartition des étoiles en température et en luminosité, vous voyez que vous avez donc ce qu'on appelle ici la séquence principale. Ça, c'est important, peut-être, si vous entendez parler de ça. C'est un élément important, cette séquence principale, parce que justement, on voit que toutes les étoiles sont alignées le long de cette séquence. Alors, ce n'est pas une ligne droite, mais peu importe, c'est un trait fin où vous êtes là ou vous êtes nulle part. Donc, en fait, il y a un paramètre le long de cette séquence principale qui est précisément la masse. Ici, il y a des étoiles de faible masse. Et ici, il y a des étoiles de grande masse. Et à 6000 degrés, et la luminosité solaire, vous avez le soleil, mais enfin voilà, c'est une parmi plein. Et donc en fait, c'est ça, il peut y avoir des étoiles de tout un tas de masses différentes. On avait vu la dernière fois, il faut au moins la masse qui permet d'allumer les réactions nucléaires. Parce que si la simple pression du gaz, pression thermique, la température finit par baisser, mais alors après, la pression juste... alors ça finit par être la pression de dégénérescence, c'est un truc quantique, je ne vais pas en parler, mais enfin bon, la pression de la matière sans injecter de nouvelle énergie en faisant des réactions nucléaires, si ça suffit à empêcher l'effondrement, ben voilà, très bien. Maintenant, si ça ne suffit pas, si la masse est trop grande, il faut faire des réactions nucléaires. Donc il y a un seuil où vous commencez à former des étoiles. Et après, vous pouvez avoir des étoiles de plus grande masse, plus grande masse, plus grande masse.
Il y a quand même une limite, et ça c'est intéressant de savoir. Typiquement, la limite est de l'ordre, alors ça dépend de la métallicité, je vais pas en parler là tout de suite. Disons, pour fixer les idées, de l'ordre de 100 masses solaires. Le problème, c'est que si vous avez une étoile qui ferait plus de 100 masses solaires, si vous avez tellement de gaz que, voilà, qui s'est accumulé, au bout d'un moment, en fait, les réactions nucléaires que vous allez faire vont être telles que vous allez en fait, produire tellement d'énergie que, ne serait-ce que la pression de radiation de la lumière qui est produite va repousser les couches externes de l'étoile. Donc en fait, vous allez perdre la masse supplémentaire en quelque sorte. Je le dis un peu vite, mais vous voyez qu'il y a l'idée que plus la masse est grande, plus il faut de réactions nucléaires, et plus vous faites de réactions nucléaires, puisque de toute façon, tant que vous ne faites pas assez de réactions nucléaires, ça s'effondre, parce qu'il n'y a pas assez de pression pour empêcher l'effondrement. Donc la température augmente, la pression augmente, et au bout d'un moment, vous faites plein de réactions nucléaires, et vous faites juste ce qu'il faut pour arrêter l'effondrement. Il y a un moment, si la masse est trop grande, vous allez en faire tellement que vous allez juste disperser l'étoile. Donc il y a une limite. Donc grosso modo, voilà le range, comment on dit le range, je ne sais pas comment on dit en français, un range de... Non, je veux dire on dit un range. Voilà, un intervalle, on va dire ça. Voilà, il y a un intervalle de masse, très bien, c'est ça exactement ça. Il y a un intervalle de masse qui forme des étoiles de un dixième, un petit peu moins d'un dixième de masse solaire jusqu'à 100 masses solaires, grosso modo. Et donc, vraiment, le point que je voulais que vous assimiliez, c'est que pour une masse donnée, eh bien, il y a forcément, donc il y a la force de gravitation qui correspond, et pour lutter contre elle, il faut une certaine pression, il faut une certaine température, et donc, voilà pourquoi à une masse donnée, toutes les étoiles ont la même température, et toutes ont la même luminosité aussi, parce qu'en fait, c'est la même structure, il se passe la même chose. En fait, peu importe que ce soit cette étoile-là plutôt que cette autre plutôt que cette autre encore, si elles ont la même masse, la physique est la même. Alors si elles ont la même composition. Mais je vous ai dit la dernière fois, et ça on va le voir peut-être un peu plus tard aujourd'hui, soit une autre fois, grosso modo, au départ, quand les étoiles se forment, il y a 10% d'hélium et 90% d'hydrogène. Plus un petit peu de trucs un peu plus lourds. Mais, donc grosso modo, c'est la même matière, si c'est la même masse, c'est les mêmes lois de la physique, il se passe pareil, et donc toutes les étoiles à une masse donnée ont la même température, ont la même perte d'énergie, et donc le même rayon, enfin, tout pareil. C'est toutes les mêmes. Alors, encore une fois, il y a des subtilités, parce qu'il y a quelques éléments un peu plus lourds qui peuvent être différents. Il y a des étoiles qui peuvent tourner plus ou moins vite, ça change un peu, il y a des mélanges un peu différents. Enfin, clairement, il y a un paramètre majeur, c'est la masse, et quand vous l'avez, vous savez tout. En tout cas, tant que le fonctionnement de l'étoile est sur la séquence principale, et donc ça veut dire que l'étoile est dans une phase de sa vie où elle fait exactement ce qu'on a dit, elle prend des protons, de l'hydrogène, et elle en fait de l'hélium. C'est son mode de production d'énergie, et tant qu'elle fait ça, elle est à la luminosité qui correspond à sa masse, et elle est à la température qui correspond à sa masse. Donc une étoile, elle est posée là, dans la séquence, dans ce diagramme HR, Hertzsprung-Russell, et elle y reste, donc pour le Soleil, pendant 10 milliards d'années. Alors maintenant, pour une étoile plus massive, quelle est sa durée de vie? Ça, on l'avait évoqué la dernière fois. Si elle est plus massive, il faut faire plus de réactions nucléaires pour éviter l'effondrement. Donc, il faut faire des réactions de fusion à un rythme plus grand. Et donc, en fait, elle va vivre moins longtemps. Les étoiles de plus grande masse que le Soleil vont vivre moins longtemps que le Soleil. Et pour les étoiles les plus massives, autour de... Alors, ça, il n'y en a quasiment plus comme ça. Disons 40, 60 masses solaires, qui sont les étoiles les plus massives qu'on rencontre habituellement dans les régions de formation d'étoiles. La durée de vie de ces étoiles-là est de l'ordre de... Tiens, si je vous demandais de deviner là,
une durée de vie. Donc le Soleil, c'est 10 milliards d'années. D'après vous, combien de vivent les étoiles de, allez, 60 masses solaires? Ouais. Je suis pas sûr, mais je dirais autant. Autant? Alors, qu'est-ce qui vous ferait dire autant? Parce que, je sais pas, je me dis juste peut-être qu'elles sont plus massives, mais comme elles sont plus massives, elles ont une surface plus grande, donc les pertes énergétiques sont aussi importantes en fait que alors, ce qu'elles produisent. Bah, alors, en fait, de toute façon, elles perdent autant qu'elles produisent, puisque c'est à l'équilibre. Ouais. Tout ce qui est produit est rayonné. Donc je me dis que c'est peut-être pareil. Oui, mais je viens de vous dire quand même que pour empêcher l'effondrement, si elle est plus massive, il faut plus de réactions nucléaires, puisqu'il faut plus de pression. Donc elles vivent moins longtemps. Donc elles vont vivre moins longtemps quand même. Alors on pourrait dire, oui, elles consomment plus rapidement l'énergie, mais il y a aussi plus de matière disponible. Donc ça peut se compenser, c'est peut-être l'idée que vous aviez. Du coup, ça se compense et donc en fait, ça va vivre pareil. Alors non, ça ne se compense pas. L'étoile massive, en fait, la gravité est tellement plus grande que il faut brûler l'hydrogène, faire de l'hélium à un rythme vraiment beaucoup plus grand. Donc ça vit moins longtemps, bien que ce soit plus massif, mais c'est juste, si vous avez une intuition, enfin, je ne m'attends pas à ce que vous ayez une intuition, mais c'est juste un... 6 milliards d'années. 6 milliards d'années, ok, qui dit mieux? Ça vous paraît bien? Personne se risque? 4 milliards? Eh bien, figurez-vous que ces étoiles-là vivent de l'ordre, disons, 4 à 6 millions d'années. Millions d'années. C'est pour ça que je voulais vous demander avant, pour que ça vous marque bien. Millions d'années. C'est ultra rapide. C'est pas très intuitif, justement. Parce que... Enfin, c'est juste un peu plus lourd, quoi. Enfin, 40, 60, c'est pas un peu plus lourd, c'est beaucoup plus lourd. Disons 50 fois plus lourd. Mais, en fait, pour éviter l'effondrement, il faut brûler tellement vite la matière, bien qu'il y ait 50 fois plus de matière, il faut le consommer à un rythme fou. Et donc, elles ne vivent pas longtemps, mais vous comprenez aussi que, du coup, il faut tellement consommer l'énergie vite que la luminosité de ces étoiles-là est colossale. La luminosité est gigantesque. Tout ce qui est géante rouge, tout ça, ça ne vit pas longtemps. Alors, les géantes rouges, c'est pas sur cette phase-là, mais j'y viens après. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la séquence principale, c'est la durée, la phase principale de la vie des étoiles, quand leur mode de fonctionnement, c'est qu'elles prennent de l'hydrogène et elles en font de l'hélium en leur cœur. Voilà. Ça, c'est la séquence principale, et donc c'est toutes les étoiles que vous voyez là s'aligner. Oui. Juste celles qui sont en bas et qui ont justement une masse faible, est-ce qu'elles vont vivre plus longtemps? Ici? Oui, absolument. Alors, les étoiles disons, d'un 1/10 de la masse du Soleil, elles peuvent vivre 100 milliards, 1000 milliards d'années. C'est-à-dire que l'univers a 13,7 milliards d'années. Donc, ces étoiles-là, il n'y a pas eu 2 générations de ces étoiles-là. C'est-à-dire, même pour le Soleil va vivre d'à peu près 10 milliards d'années. Notre galaxie a 10 milliards d'années. Donc les étoiles de masse, de l'ordre de la masse du Soleil ou plus faibles, qui se sont formées, les premières qui se sont formées dans notre galaxie, elles sont encore là. Et certaines seront encore là dans 10 milliards d'années, dans 100 milliards d'années, dans 1000 milliards d'années. Les étoiles de faible masse, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de produire beaucoup d'énergie pour empêcher l'effondrement, parce que bon, c'est pas si fort que ça, la gravitation, pour ces étoiles-là. Enfin, ça reste colossal à notre échelle. Évidemment, une masse solaire, c'est gigantesque. Mais néanmoins, il y a aussi beaucoup de matière à faire fusionner. Donc ça peut durer très longtemps. Donc vous voyez, il y a un échelonnement ici en masse et un échelonnement en durée de vie qui correspond à l'échelonnement en taux de réaction nucléaire et donc en luminosité rayonnée et aussi en température, puisque c'est pareil. Donc si vous produisez beaucoup de réactions nucléaires pour les étoiles très massives, ça va être très chaud, et si vous rappelez donc le spectre de corps noir, si c'est très chaud, voilà, et si c'est encore plus chaud, ça fait comme ça. Donc ça rayonne de plus en plus, et donc la luminosité est bien plus grande.
Et aussi, le maximum est à des énergies de plus en plus grandes, avec des fréquences de plus en plus grandes ou des longueurs d'onde de plus en plus petites. Donc la température, la température en dépend aussi. Donc en fait, que toutes les étoiles se trouvent sur une ligne comme ça, alors elle a une petite structure, cette ligne-là, parce que si on met toute la physique dedans, on comprend ça. C'est pas une droite parfaite, mais enfin, c'est pas loin, comme vous voyez sur le plot. Donc, voilà, pendant leur vie normale, les étoiles se répartissent comme ça, et le seul paramètre clé, c'est la masse, avec des petits ajustements qui dépendent de la composition chimique exacte, etc., de leur taux de rotation, mais c'est un peu un détail. Voilà. Très bien. Et donc, oui, alors ce que vous voyez... Oui, enfin, vous voyez les échelles, donc typiquement, ça va de 3000 degrés à 30 000 degrés. Et oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc les luminosités ici, si vous regardez donc l'échelle verticale, sur la droite, là, typiquement, vous avez la luminosité rapportée à la luminosité solaire. Et vous voyez que c'est une échelle logarithmique. Vous avez, pour les étoiles de plus faible masse, vous avez 1/1000 de la luminosité solaire. D'accord ? Très peu. Et pour les étoiles de plus forte masse ici, vous avez 10 000 fois la luminosité solaire. D'accord. Donc en fait, c'est pas compliqué. Hein. Pour rayonner 10 000 fois plus, il faut faire 10 000 fois plus de réactions nucléaires. C'est aussi simple que ça. Parce que chaque réaction nucléaire, c'est les mêmes, hein, les réactions nucléaires. Chaque réaction nucléaire donne tant d'énergie. Si vous en avez 10 000 fois plus, il faut faire 10 000 fois plus de réactions nucléaires par seconde, je veux dire. Et donc, c'est pour ça que, voilà, au lieu de vivre 5 milliards d'années, si vous faites 1000 fois plus, vous vivez que 5 millions d'années. Voilà, c'est très simple. Bon, je simplifie un tout petit peu parce que c'est évidemment, la fusion a lieu qu'au cœur du Soleil, pas sur la périphérie, puisque sur la périphérie, il n'y a pas assez de température et la pression n'est pas assez grande. Donc, ce n'est pas toute la matière du Soleil qui donne lieu aux réactions nucléaires, enfin, et donc qui va donner lieu à la fusion. Donc, ce qui compte, c'est la masse capable de fusionner, pas la masse globale de l'étoile. Mais c'est proportionnel, quoi, grosso modo, à peu de choses près. Bref, si on rentre dans les détails, on comprend des structures fines là-dedans, mais vous n'avez pas besoin de comprendre ces détails. Mais ça, je pense que c'est important de retenir l'idée générale. OK, alors, donc vous avez parlé des géantes rouges. Ça, c'est une autre phase de la vie de l'étoile, parce que se pose la question fatale, c'est qu'une fois que tout l'hydrogène là dans le cœur a fusionné en hélium, qu'est-ce qui se passe? Si on ne peut plus fabriquer de réactions nucléaires. Oui. Les réactions continuent, mais à partir de noyaux d'hélium. Alors, les réactions continuent à partir des noyaux d'hélium. Donc, vous avez de l'hélium 4. Alors, il y a un... Alors, ça peut former les noyaux plus lourds. Alors, il y a juste un truc, et ça, j'y reviendrai peut-être une autre fois, c'est que ça, hélium 4 plus hélium 4, c'est censé faire du beryllium 8. Hein, c'est-à-dire, ça, c'est un noyau qui a 4 protons, 4 neutrons. Lui, 2 protons, 2 neutrons, 2 protons, 2 neutrons. Sauf que ça, c'est extraordinairement instable. Quasiment, ça n'existe pas, ce noyau. Il existe pendant une durée de vie de 10 puissance, je crois, moins 26 secondes, un truc comme ça. Ou peut-être, enfin, ça existe quasiment pas. Non, c'est celui qui est à 5. Ça, c'est peut-être un peu mieux que ça. C'est peut-être 10 moins 19. Retenez pas ce chiffre-là, j'en sais rien, mais c'est extrêmement faible. Donc, en gros, c'est pas facile de faire du beryllium 8, parce que de toute façon, si vous le faisiez, vous le détruiriez tout de suite, parce que ça, c'est tellement mieux. La matière préfère tellement mieux avoir 2 noyaux d'hélium bien stables que cette espèce de truc bizarre, beryllium 8, qui n'existe pas, en fait. Qui existe pendant un temps très faible. Donc en fait, en gros, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas faire fusionner l'hélium. Sauf, et ça c'était une découverte majeure, j'y reviendrai sans doute aussi, une proposition, il y a un épisode fabuleux, je vous en parlerai un de ces jours. Freda, il a prédit un niveau d'excitation du noyau de carbone sur la base de l'existence du carbone dans l'univers. Je vous en parle une autre fois, c'est promis. Mais pas là.
La solution, c'est de faire une réaction qu'on appelle la réaction triple alpha. Vous savez qu'on appelle particules alpha les noyaux d'hélium. Enfin, on a découvert que ce qu'on appelait alpha dans la radioactivité alpha, c'est en fait des noyaux d'hélium. Donc, en fait, l'idée, c'est que pendant le faible instant où ce truc existe, mais très très faible, qu'on vienne coller un autre atome d'hélium et qu'on fasse, au lieu de faire 4 plus 4 égale 8, ça ne marche pas, de faire 3 fois 4 égale 12, et donc de produire directement un noyau de carbone 12 en venant faire en fait une réaction à 3 corps. Vous faites une réaction à 3 corps, 3 alpha vont vous donner du carbone 12. Et ça, c'est bien stable, c'est gentil, c'est le carbone qu'on connaît. Donc effectivement, une phase ultérieure vous permet de fusionner de l'hélium en carbone. Après, une fois que vous avez du carbone, vous pouvez encore ajouter, vous pouvez faire 12 plus 4. Si vous rajoutez un hélium 4 là-dessus, ça va vous faire de l'oxygène 16. Mais s'il n'y a plus d'hydrogène dans l'étoile, elle en a plus pour... Alors, il n'y a plus d'hydrogène au cœur de l'étoile, là où vous l'avez fait fusionner en hélium. Mais il en reste encore sur le bord, malgré tout, évidemment. Tout le tour, c'est qu'une fraction, alors, je ne sais pas, ça dépend de la masse des étoiles, j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est, disons, de l'ordre de 10% de la masse des étoiles qui fusionnent, enfin, pour le Soleil. Mais je ne suis pas sûr de mon chiffre, mais je pense que c'est l'ordre de grandeur. Encore une fois, ça dépend de la masse. C'est pour ça, s'il y avait un nombre universel, peut-être j'aurais fini par le retenir, mais enfin bon, c'est juste pour fixer les idées. Donc, voilà. Donc, vous pouvez passer à l'hélium. Mais ce que vous voyez, c'est que pour arriver à faire cette réaction à 3 corps, il vous faut d'abord il vous faut une température colossale, parce que vous vous rappelez la répulsion coulombienne. Hein. Le problème de la fusion des protons, c'est que les protons se repoussent. Et il faut arriver à les faire arriver suffisamment proches l'un de l'autre pour que les forces nucléaires commencent à prendre le dessus et que la fusion ait lieu. Parce que sinon, 2 protons, ça se repousse méchamment. Et plus ils se rapprochent, plus ils se repoussent fort. Donc, c'est pour ça qu'à une température standard, c'est juste absolument impossible de faire fusionner 2 protons. Heureusement, d'une certaine façon, ça garantit la stabilité de notre monde chimique. Mais, donc, faire fusionner 2 protons, c'est dur. Il faut une grande température et une grande pression pour arriver à vaincre la répulsion coulombienne. Mais imaginez, faire fusionner ne serait-ce que 2 héliums. Là, c'est une charge de 1 et une charge de 1. Donc, vous vous rappelez, la force coulombienne, hein, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 et Q2 sur R2. Donc là, s'il y avait un proton et un proton, ça fait 1. Si vous avez un hélium et un hélium, c'est 2 fois 2, ça fait 4 déjà. Donc c'est 4 fois plus. Maintenant, si vous voulez en mettre 3, ça va être fois 2 encore, ça va faire 8. Donc il vous faut une température bien plus grande, une pression bien plus grande, et puis surtout une densité absolument colossale, parce que si vous en faites que 2, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment qu'il y en ait 3 qui se rencontrent au même endroit, au même moment, à 3 fois rien près. Donc il faut une pression colossale, une température colossale, une densité colossale, et ça, ce n'est pas toutes les étoiles qui peuvent faire ça. Et les étoiles qui ne sont pas suffisamment massives ne vont pas fusionner l'hélium en carbone. Alors pour le Soleil, ça va le faire un tout petit peu, mais essentiellement, ce n'est pas assez massif. Si vous voulez vraiment aller plus loin, il va vous falloir... enfin, ça va le faire un peu quand même, hein, mais il va falloir des étoiles de plus grande masse. Donc pour les étoiles de plus grande masse, effectivement, vous allez commencer à faire fusionner l'hélium en carbone jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'hélium. À ce moment-là, vous allez commencer à fusionner le carbone jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carbone. Et à ce moment-là, vous allez faire de l'oxygène, donc il y a des phases de combustion comme ça, l'oxygène, le néon, etc. Et vous allez vous retrouver avec une étoile, ce qu'on appelle en plure d'oignon, c'est pas très joli. Vous avez donc différentes couches, différents noyaux qui sont issus des combustions des phases précédentes. D'accord ? Donc vous allez avoir de l'hydrogène au cœur, puis du carbone, puis des produits, et puis vous allez finir avec... non, c'est le contraire. Vous fusionnez l'hydrogène en hélium, et après vous fusionnez l'hélium en carbone, et l'hélium est là, puis après vous fusionnez le carbone, et donc en fait vous allez avoir les lourds au centre, vous allez avoir un cœur de fer. Alors jusqu'au fer, ça marche,
là encore une fois, c'est en supposant que la masse des étoiles est suffisante pour que quand ça s'effondre, il y a assez de pression de température pour allumer les réactions nucléaires successives. Ouais. Et du coup, ils émettent encore de la lumière ou là? Oui, tant qu'elles fusionnent, tant qu'elles font des réactions nucléaires, elles créent de l'énergie, donc elles la rayonnent. Et alors en fait, c'est ça les géantes rouges, c'est qu'elles vont se mettre à rayonner. Alors, elles vont créer énormément d'énergie. Alors si je vais repasser au stade où on avait juste brûlé l'hélium, enfin l'hydrogène en hélium, et là on commence à fabriquer du carbone. Donc vous produisez beaucoup plus d'énergie, et en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez faire gonfler l'étoile en fait, avec la production d'énergie. Elle va, alors il faudrait rentrer dans le détail, je ne pense pas que ce soit très très utile, mais donc l'étoile va grossir, elle va devenir géante, justement. Donc en fait, ce qui va se... Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais quand vous avez fusionné de l'hydrogène en hélium, donc il n'y a plus de production d'énergie au cœur, donc ça s'effondre, mais vous avez encore, vous pouvez encore faire de la fusion autour du cœur d'hélium, où il y a encore de l'hydrogène si ça s'est bien effondré, parce que là, vous ne produisez plus d'énergie, donc ça continue à s'effondrer. Vous produisez encore de l'hélium ici, et donc vous libérez l'énergie ici un peu plus à l'extérieur, et donc le champ gravitationnel est plus faible, et la pression générée va pouvoir vous faire gonfler l'étoile. L'étoile va grossir, mais si elle grossit, à l'extérieur, elle va refroidir aussi. Donc en fait, elle va devenir rouge et grande. Il faudrait rentrer dans le détail, je ne pense pas que ce soit utile d'aller là-dedans, mais vous voyez que si vous produisez de l'énergie non plus au centre, mais sur le bord, sur une coquille sphérique, vous allez injecter de l'énergie qui va évidemment faire gonfler l'étoile ici. Donc elle va gonfler, mais l'énergie se conserve. Si elle gonfle, son rayon devient plus grand, sa surface devient plus grande. Et donc elle va se refroidir, parce que l'énergie va devoir se conserver, et donc elle va devenir rouge. Et donc, en fait, à la fin de la vie de l'étoile, elle va commencer à bifurquer. Donc, l'étoile qui a une masse donnée, mettons le Soleil, est restée tout le temps au même endroit, puisque stabilité nucléaire, toujours la même température, enfin, toujours le même taux de fusion nucléaire, donc toujours la même luminosité, toujours la même température. Et au bout d'un moment, elle va évoluer, elle va devenir plus grande, en rayonnant plus, mais en devenant plus froide. Et donc, elle va devenir grande, grosse, géante, et rouge, puisque plus froide. Donc ça, c'est la branche des géantes rouges. Et ça ne dure pas longtemps, c'est juste à la fin de la vie. Et c'est pour ça que sur le diagramme, vous voyez qu'il y en a beaucoup moins ici, dans la branche. Ici, il y en a très très peu. Parce que ça, c'est la répartition des étoiles maintenant. C'est à un instant donné. Donc en fait, vous avez ici les étoiles qui sont sur la séquence principale, qui sont en train de vivre leur vie normale. Et là, c'est les quelques étoiles qui en ce moment sont en fin de vie. Si on revient dans 100 millions d'années, ces étoiles-là, elles auront disparu. Et celles qui sont là, elles seront passées là. Puisqu'elles auront elles-mêmes atteint cette phase-là. Mais comme c'est une phase qui ne dure pas longtemps, vous avez peu d'étoiles dans ce moment-là. Il y a juste celles qui, par hasard, en ce moment, sont dans la bonne phase. Donc il y en a beaucoup moins. Donc ça vous explique cette branche-là. Et puis alors ce que vous voyez, c'est qu'ensuite vous avez en bas à gauche ici une autre accumulation de points qui sont les naines blanches. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, à la fin de leur vie, une fois que les étoiles ont vraiment brûlé tout ce qu'elles pouvaient brûler, alors qu'elles aient allumé le carbone ou pas d'ailleurs, enfin, la fusion de l'hélium en carbone et éventuellement au-delà, qu'elles l'aient fait ou pas, pour notre Soleil, donc à un moment on va faire un petit peu de carbone quand même, donc ça va devenir une géante rouge, mais pas très géante, mais quand même, ça va gonfler. Vous savez, le Soleil, on pense que
il va croître jusqu'à l'orbite de Vénus, c'est sûr, de la Terre probablement, peut-être un peu au-delà. Donc voilà, à la fin, à un moment, il va gonfler. Et puis, mais il ne va jamais allumer la fusion du carbone, le Soleil. Il n'est juste pas assez massif pour ça, donc ça ne se produira pas. Donc au bout d'un moment, il n'arrivera plus à faire des réactions nucléaires, donc il va s'effondrer. Il va s'effondrer de plus en plus, il va devenir de plus en plus petit, mais évidemment, l'énergie se conserve. Donc toute l'énergie potentielle de pesanteur récupérée par simplement l'effondrement, hein, puisque quand un corps tombe, il gagne en vitesse. Et vous imaginez un Soleil qui a la taille de l'orbite de Vénus, qui s'effondre sur lui-même, vous imaginez l'énergie récupérée à la fin. Donc ça va chauffer énormément, mais ce ne sera pas suffisant pour allumer de nouvelles réactions nucléaires, parce que l'hydrogène aura déjà brûlé, etc. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un corps extrêmement compact qui ne produit plus d'énergie, qui a beaucoup d'énergie parce qu'il a récupéré toute l'énergie potentielle de pesanteur dans l'effondrement. Donc il est très très chaud. Cette énergie s'est transformée en température, quoi, si vous voulez, enfin en énergie thermique. Donc il est très chaud. Il est très dense. Mais il ne produit pas d'énergie. Donc comme il est chaud, il rayonne. Et donc il perd de l'énergie. Mais s'il perd de l'énergie et qu'il n'en fabrique plus, il va se refroidir de plus en plus, de plus en plus. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va atteindre donc cette phase de naine blanche. Et naine blanche, ça veut dire qu'il est nain, il est tout petit. Et blanc, parce que vous voyez que ça correspond à une très grande température. Parce qu'effectivement, il est très chaud et donc il rayonne comme un fer chauffé à blanc. Il a une très grande température, donc il rayonne sur tout le spectre. Et même dans l'UV, en fait. Il va atteindre des températures suffisantes pour que son maximum va être dans l'UV, en fait. Mais peu importe. Donc, toutes ces étoiles-là sont des étoiles en fin de vie qui simplement ont juste récupéré l'énergie gravitationnelle de leur dernier effondrement. Elles sont toutes petites, très chaudes, mais elles ne s'effondrent pas parce qu'il y a assez de pression dans cette matière. Alors, c'est une pression qu'on appelle une pression de dégénérescence des électrons. C'est un truc quantique. Je pense que ce n'est pas la peine que je vous en parle là. En tout cas, ce n'est pas assez pour allumer des nouvelles réactions nucléaires, mais c'est suffisant pour empêcher l'effondrement. Donc ça reste là. Vous avez un petit corps. Alors suivant la masse de l'étoile, ça va se compter en quelques dizaines de kilomètres de rayons. C'est vraiment très dense. Oui. Mais concrètement, si elle ne s'effondre pas, du coup, c'est naine blanche, d'où viennent les étoiles à neutrons? Alors ça, c'est quand vous avez des étoiles encore plus massives qui, dans l'effondrement, vont effectivement passer un stade où la pression, alors je vais quand même le noter, la pression de dégénérescence des électrons. C'est un truc quantique, je peux vous en donner une idée. Vous connaissez le principe d'exclusion de Pauli, je pense? Non? Vous n'avez pas fait un peu de chimie? Vous savez que deux électrons ne peuvent pas se trouver dans le même état? Parce que c'est des fermions, ça ne vous dit rien. Bon, alors j'en parle pas du tout, c'est pas grave, c'est pas important. Donc, vous avez un mécanisme de pression d'origine quantique qui est là, voilà, c'est comme ça. Et donc c'est suffisant pour retenir. Maintenant, s'il y a plus de masse, et c'est ça votre question, c'est d'où viennent les étoiles à neutrons? C'est qu'en fait, s'il y a plus de masse que ça, même cette pression-là ne va pas être suffisante pour empêcher l'effondrement. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au moment de l'effondrement final, quand le cœur de fer, donc c'est pour les étoiles massives, où vous avez un cœur de fer ici, qui s'est formé, et en fait, on ne peut plus faire fusionner le fer, parce que faire fusionner le fer, ça voudrait dire rajouter encore des nucléons, et ça, vous passez dans la partie de la courbe où c'est la fission qui vous donne de l'énergie et pas de la fusion. C'est-à-dire que rajouter des nucléons au fer, ça vous fait pas gagner de l'énergie, ça vous en fait perdre. Je vous fais juste
je représente l'énergie de liaison des noyaux en fonction de leur numéro atomique, du nombre de nucléons qu'il y a dedans. Et bien, ça fait un truc comme ça. C'est-à-dire, si vous avez des petits noyaux, vous les mettez ensemble, vous les faites fusionner, ça vous fait gagner de l'énergie. Mais si vous avez des gros noyaux, genre de l'uranium, c'est au contraire en les cassant que vous gagnez de l'énergie. D'accord ? Donc les petits noyaux, vous les faites fusionner, vous gagnez de l'énergie. Les gros, vous les cassez, vous gagnez de l'énergie. Et il y a un moment, il y a un maximum là, où si vous en rajoutez, vous perdez de l'énergie. Et si vous le cassez, vous perdez aussi. Ce maximum, il est autour du fer. D'accord ? Et donc, les étoiles qui produisent de leur énergie en faisant fusionner les noyaux, elles peuvent faire fusionner au mieux jusqu'au fer. Après, ce n'est pas possible. Donc, les étoiles fabriquent des noyaux, mais pas au-delà du fer. Et donc, la fin, une fois que vous avez un cœur de fer, bah, c'est fini. Et donc, quand il n'y a plus rien à fusionner, vous avez votre cœur de fer. Encore une fois, fusionner davantage, ça ferait perdre l'énergie, donc c'est encore pire. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a plus rien qui empêche l'effondrement, et vous avez l'effondrement sur l'étoile, du cœur, et puis de l'étoile sur son cœur, et vous avez l'étoile qui tombe ici, et c'est dans l'effondrement ici que vous allez avoir production de neutrons. Comment ? Eh bien, vous allez avoir les protons et les électrons, c'est la réaction qu'on avait écrite là, qui vont fabriquer des neutrons et, évidemment, émettre des neutrinos pour conserver. Eh bien, ça, c'est ce qui se passe quand vous avez une supernova, c'est ça, en fait. C'est que vous avez l'étoile qui s'effondre sur elle-même, et la pression devient telle. Alors, si l'étoile n'est pas assez massive, ça fait ça. L'effondrement conduit à la naine blanche, la pression de dégénérescence des électrons suffit. Si elle ne suffit pas, quand vous êtes dans cette situation-là, vous avez cet effondrement du cœur de fer, vous allez en fait tellement comprimer, si vous voulez, les protons et les électrons ensemble, c'est une vision classique un peu... Enfin, voilà, c'est une image un petit peu grossière. Si on regarde le processus physique, on peut très bien décrire ça d'une façon quantique. Mais en gros, c'est ça, vous mettez les protons et les électrons ensemble, ils deviennent des neutrons. Et là, vous formez une étoile à neutrons, qui est extrêmement dense, qui a la densité de la matière nucléaire. Vous avez la masse du Soleil dans 3 km de rayon. Et ça, et puis après, ça reste comme ça. Voilà. Et alors, si c'est encore plus massif, même la pression de la matière nucléaire ne peut pas empêcher l'effondrement. Et là, vous faites un trou noir. Donc, à partir d'étoiles encore plus massives. En fait, d'habitude, mais j'avais pas pensé parler de ça aujourd'hui. Oh, vous me donnez 2 minutes, je monte dans mon bureau, je vais vous chercher une supernova.